vous allez bien, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour cette fois vous parler de 12 lectures, ou plutôt 12 projets de lecture que j'ai pour l'année 2021 qui vient de commencer. À la base j'avais peut-être envie de faire 21 livres, 2021, 21 livres, et puis après je me suis rendu compte que c'était vraiment un peu trop ambitieux, donc je me suis tenue au classique 12 que l'on voit tourner un peu partout sur Booktube et Bookstagram, puisque 12 livres c'est un livre par mois, c'est quand même des objectifs plus raisonnables et qui nous permettent accessoirement de faire d'autres lectures à côté. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout d'abord avec mon premier projet de lecture. Il s'agit de relire Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je relis rarement les livres de manière générale, surtout parce que j'ai envie constamment d'aller vers des nouvelles choses, j'ai déjà l'impression de ne pas avoir assez de temps. Or Le Rouge et le Noir je l'avais lu quand j'étais adolescente, je l'avais lu quand j'avais 17 ans, ça commence quand même à faire un certain temps, et surtout je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses dans ma lecture. Notamment je lisais un article sur le janséisme et le jésuisme qui sont tous les deux discutés dans cet ouvrage. Je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses plutôt de l'ordre politique et de l'ordre du discours religieux dans ce livre, et j'en suis restée à l'histoire d'amour entre Julien et Madame de Rênal, qui est bien sûr très importante, mais là en ayant quand même, j'espère, un œil un peu plus mûr, disons, en étant une lectrice qui a quand même lu différents classiques de la même époque, et en étant plus rigoureuse dans mes lectures, parce que quand je lisais à l'époque je ne me préoccupais absolument pas de lecture annexe que je pouvais faire, ou même de lire les notes de bas de page et les notes à la fin du livre. Donc j'ai vraiment envie de le relire. J'avais lu il y a 2 ans La Chartreuse de Parme que j'avais adoré, et ça m'a vraiment donné envie de me plonger un petit peu plus dans Stendhal, et je pense que c'est un petit peu un must de devoir relire Le Rouge et le Noir. Ensuite, un autre projet de lecture, alors très ambitieux cette fois, j'aimerais lire en anglais Infinite Jest de David Foster Wallace. Alors c'est un livre, je l'ai beaucoup moins vu passer dans les espaces, dans les espaces livresques, disons, francophones sur internet, mais aux États-Unis, David Foster Wallace est considéré comme une des plus grandes plumes du XXe siècle. Il a d'ailleurs réalisé de nombreuses interviews que j'ai trouvées très justes. Je trouve également les circonstances enfin son parcours de vie au fait, notamment le fait qu'il se soit suicidé, assez poignant. Je trouve qu'il a l'air d'avoir été une personne très très intéressante, et c'est vrai qu'Infinite Jest c'est un petit peu considéré comme son chef-d'œuvre. C'est aussi considéré comme un livre extrêmement ardu à lire, qui est écrit d'une manière quasi encyclopédique, puisqu'il y a tout un univers qui est développé à l'intérieur, avec une structure narrative extrêmement unique qui, je crois, est propre à Foster Wallace. Et je m'intéresse vraiment à ce livre depuis quelques années, c'est-à-dire que dans le booktube américain c'est un peu considéré comme un livre mythique, et voilà, un petit peu dépasser le mythe, dépasser l'aura de ce livre, et vraiment me lancer dans cette lecture quand j'aurai le temps, j'espère pendant les vacances cet été, pour pouvoir en profiter à fond. Troisième lecture, encore un autre auteur américain, un livre que je me suis déjà procuré. Il s'agit de American Pastoral, donc la pastorale américaine de Philip Roth. Philip Roth c'est un autre grand auteur américain du XXe siècle que je n'ai pas encore lu, et alors que j'étais en librairie l'autre jour dans la section anglophone, je suis tombée sur son rayon et je suis tombée sur American Pastoral, qui est un peu considéré comme son chef-d'œuvre. J'ai été séduite par la 4e de couverture, puisque cela se passe à Newark, dans le New Jersey, dans les banlieues américaines, et ça va en quelque sorte être une analyse du rêve américain dans un contexte de guerre du Vietnam, et comment le rêve américain est en quelque sorte un mythe, et comment les personnages, les différents personnages qu'on voit au fait refusent de cesser de croire au rêve américain, puisque pour eux il s'agit de la fabrique même des États-Unis en tant que pays. Donc plein de choses super intéressantes. Un auteur qui m'a longtemps échappé, puisque je me suis plus concentrée, c'est vrai, sur la littérature britannique de manière générale que la littérature américaine, et je compte bien rattraper ça cette année. La 4e lecture est cette fois encore un autre auteur américain, un petit peu moins connu j'ai l'impression que Philip Roth, mais j'aimerais lire Manhattan Transfer de Dos Passos, qui est un livre, qui est un autre auteur tout d'abord, qui est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui a vraiment influencé les plus grands, qui a influencé notamment Hemingway. Et Manhattan Transfer, ça se passe au début du XXe siècle à New York, comme le titre l'indique. Donc je m'attends à voir plein de personnages différents qui représentent le New York de cette époque, un New York extrêmement particulier, et puis c'était l'époque où des millions d'émigrés venaient d'Europe, particulièrement d'Italie, d'Europe de l'Est, d'Irlande, et on va avoir ce melting pot qui va se créer. Donc je suis très très curieuse d'en apprendre un peu plus sur le Manhattan de cette époque. Je sais que la plume de Dos Passos est considérée comme unique, elle est considérée comme poétique, et considérée aussi parfois comme un petit peu difficile à lire.
Mais je suis d'autant plus intéressée par cet auteur qu'il a influencé Hemingway, qui s'est inspiré de T.S. Eliot, donc j'ai l'impression vraiment de partir sur quelque chose que je vais moi-même apprécier. Lecture numéro 5, alors ça c'est mon plus gros projet de l'année, je sais pas si je suis un peu trop ambitieuse, si je vais vraiment le lire, mais j'aimerais beaucoup lire L'être et le néant pardon, de Sartre. Donc il s'agit du grand essai de philosophie de Sartre, Se faire voir avec situation. C'est celui qu'il a écrit pendant la guerre à Paris, au fait pendant l'occupation allemande. Il fait plus de 700 pages, il porte bien évidemment sur l'existentialisme athée de Sartre, mais c'est vrai que la pensée de Sartre, même si je ne suis pas forcément toujours en accord avec ce qui est dit, m'intéresse beaucoup plus. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on a tendance à opposer Sartre et Camus, et en tant qu'auteur, donc réalisateur de romans, je préfère Camus, mais au niveau de la philosophie, l'existentialisme est un humanisme, je crois que je l'avais lu adolescente et il m'avait beaucoup marqué, et c'est vrai que j'avais envie de m'intéresser de plus près à la pensée de Sartre. Après, je ne vous cache pas que je ne suis pas une très grande lectrice de philosophie non plus, disons que je n'ai pas une formation philosophique, j'ai une formation littéraire, mais la philosophie ça reste un peu une terra incognita pour moi, donc je ne sais pas si j'ai forcément les bonnes ressources personnelles pour pouvoir me lancer dans une telle lecture, mais en tout cas j'aimerais m'y intéresser un petit peu de plus près, et tout comme Infinite Jest, je pense que c'est une lecture qui se fera en été avec un rythme de lecture assez modéré. 6, puisqu'on a parlé de Jean-Paul Sartre, j'ai envie de lire Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Il s'agit du roman autobiographique de Simone de Beauvoir où elle parle des 20 premières années de sa vie, elle parle de sa famille qui, de ce que je sais, est une famille bourgeoise mais désargentée. Elle parle du passage de son agrégation en lettres, elle parle de sa découverte de la philosophie, de la littérature, elle parle de son début en tant qu'enseignante, et je n'ai entendu que des bonnes choses de son roman, qui est considéré comme un des classiques par ailleurs du début du XXe siècle, qui je sais permet de visualiser, enfin de comprendre et de saisir un petit peu mieux la pensée philosophique de Simone de Beauvoir, puisqu'on va plus parler un peu d'elle en tant que personne et de ses expériences qui ont vraiment cadré sa vie, et je trouve encore une fois qu'elle a eu tout de même une vie plutôt fascinante. J'ai une vision assez partagée de Simone de Beauvoir, j'ai entendu du bon et du mauvais sur elle vraiment en tant que personne dans sa vie quotidienne, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose à lire au moins une fois dans sa vie, Mémoires d'une jeune fille rangée, donc en tout cas, je vais le lire à un moment de l'année, ça c'est sûr. 7ème lecture que j'ai aussi déjà achetée, il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Si vous me suivez ici ou sur Instagram, vous savez que j'ai lu 93 en 2020. J'ai adoré ce roman, c'était une de mes plus belles lectures de l'année, vraiment. Et je connais très peu Hugo au fait, 93 c'était uniquement son 2e roman que j'ai lu. J'ai un petit peu lu aussi sa poésie, mais à part ça je n'ai pas lu Les Misérables, je n'ai pas lu L'homme qui rit, qui est d'ailleurs dans ma palle. Et j'ai vraiment envie de me lancer dans Notre-Dame de Paris, qui est une histoire extrêmement connue, outre le fait qu'elle ait été adaptée bien sûr par Disney. Tout le monde connaît, je pense, le personnage de Quasimodo, Claude Frelot, Esmeralda. Et j'ai envie un petit peu de découvrir cette vision qu'on avait au 19e siècle du Moyen-Âge, puisque à toute époque on a eu des visions plus ou moins construites du passé, plus ou moins romantisées du passé. C'est aussi un livre qui a permis de faire restaurer et de remettre au centre de Paris la cathédrale de Notre-Dame. J'adore les descriptions de Victor Hugo, par ailleurs je les trouve très vivantes, je les trouve très graphiques, je les trouve très mouvantes, je les trouve beaucoup moins figées par exemple que les descriptions chez Balzac, qui est un auteur avec lequel j'ai un peu plus de peine. Et en tout cas j'avais adoré 93, donc je pense que je vais tout autant aimer Notre-Dame de Paris et l'histoire mythique qui est à l'intérieur. Ensuite, numéro 8, qui est une autrice à découvrir plutôt qu'une lecture. J'ai envie de découvrir Vernon Lee, qui est pas forcément l'autrice la plus connue du monde, qui est pas forcément beaucoup traduite en français. C'est une esthète au fait du 19e siècle qui a vécu assez longtemps, qui est décédée au début du 20e siècle, mais qui a principalement écrit sous le 19e siècle. C'est une esthète britannique, mais qui a vécu également en France, en Italie. C'est une femme qui avait déjà un rapport très unique par rapport à son genre, puisqu'elle était considérée comme garçon. Elle a entretenu des relations lesbiennes avec d'autres femmes, elle a inspiré notamment Oscar Wilde, et j'ai entendu plein de bonnes choses sur la plume de Vernon Lee, que ce serait magnifique, que ce serait très innovateur pour l'époque, très avant-gardiste. Donc je ne sais pas exactement vers quoi je vais me tourner, puisqu'elle est connue en tant qu'autrice mais également en tant qu'essayiste, et elle a écrit des essais très intéressants sur l'art, et ce ne serait pas la
première chose, disons les essais, ce serait pas la première chose que je lirais de manière intuitive pour un auteur, pour découvrir un auteur ou une autrice, mais vraiment ils m'ont été très mis en valeur par une connaissance qui apprécie beaucoup et travaille d'ailleurs dans le cadre de sa thèse sur Vernon Lee, donc je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancée vraiment comme objectif de trouver un livre de Vernon Lee, que ce soit un essai, que ce soit un roman, et d'en apprendre un peu plus sur cette femme et son parcours. Ensuite, un classique de Henry James qui est un auteur que j'affectionne particulièrement, que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Portrait of a Lady, Portrait d'une femme, je crois en français, qui est un grand classique jamesien. Alors avec Henry James, on a tendance à délimiter le Early James et le Late James, c'est-à-dire le début de sa création artistique et la fin de celle-ci. Et c'est vrai que Portrait of a Lady c'est plutôt considéré comme du Early James, donc un roman qu'il a écrit plutôt sur le tôt, qui est très apprécié, qui a une certaine fluidité de lecture, qui se lit très très bien de ce que j'ai entendu, toujours avec une plume magnifique, une plume très esthétique que l'on retrouve chez James. Donc voilà, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis bientôt 2 ans, qui me fait vraiment envie. Comme très souvent chez James, c'est l'histoire d'une américaine qui se retrouve en Europe. Cela se passe principalement en Angleterre et en Italie, qui étaient les 2 pays favoris de James, et c'est vrai que j'ai jamais été déçue par cet écrivain, donc j'ai vraiment envie de continuer de le lire en 2021. Ensuite, j'ai envie de lire Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski. Alors de Dostoïevski, j'ai lu Les Frères Karamazov, qui est un de mes romans favoris, tout court au fait, pas de 2018 quand je les ai lus, mais de manière générale. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté spirituel qui m'a profondément impactée. J'ai jamais rien lu de tel. Et c'est vrai que l'année dernière j'ai lu L'Idiot dans le cadre du club de lecture d'Antastésialite, et j'ai beaucoup moins aimé L'Idiot. Disons que je n'ai pas détesté L'Idiot, j'ai trouvé que les parties étaient très inégales, notamment la partie 3 et 4 j'ai préféré, je n'ai pas du tout aimé le début de cette œuvre. Et pour moi ça a été, enfin c'est 2 œuvres diamétriquement différentes. Le rapport que j'entretiens avec les frères Karamazov et le rapport que j'entretiens avec L'Idiot, je sens déjà que L'Idiot a tendance à beaucoup plus s'effacer dans mon esprit. Et comme je n'ai pas forcément pour ambition pour l'instant de me lancer dans un autre grand pavé de Dostoïevski, les carnets du sous-sol sont un peu plus courts. Je sais qu'on retrouve vraiment ce côté aigri, sombre, sointant de Dostoïevski, puisqu'on va suivre dedans un fonctionnaire à Saint-Pétersbourg qui en gros est un misanthrope et veut rester chez lui la plupart du temps. C'est tout ce que je sais sur cette œuvre, et je pense vraiment que ce côté sombre de l'humain qui a tendance à montrer vraiment ce qu'il y a de plus corrompu chez l'homme fonctionne très très bien chez Dostoïevski. C'est ce qui m'avait plu dans les frères Karamazov, donc j'ai vraiment très envie de lire cette œuvre cette année. Ensuite on part sur 2 œuvres qui ont des rapports très forts à la littérature mais qui ne sont pas des romans. J'aimerais lire les journaux de Sylvia Plath. Sylvia Plath, j'avais lu The Bell Jar il y a maintenant bien des années. J'avais également découvert un petit peu sa poésie dernièrement également, mais je n'ai jamais lu ses journaux. Je sais qu'il y parle beaucoup forcément de sa dépression, puisque la vie de Sylvia Plath a été marquée par sa dépression, mais également des rapports avec son mari, de ses rapports avec la maternité, de son processus de création. Donc disons que mes attentes sont plutôt élevées pour ces journaux de Sylvia Plath, et je pense que c'est une autrice qui est difficilement détachable de son œuvre. De toute façon The Bell Jar c'est en partie autobiographique, c'est inspiré d'une partie de la vie de Sylvia Plath. En lisant un petit peu plus les journaux, je veux vraiment ressortir mieux équipée au fait pour relire dans le futur Sylvia Plath et pour lire sa poésie, pour mieux comprendre quels auteurs par exemple elle appréciait, quelles étaient ses relations personnelles. Et je ne suis pas forcément une très grande lectrice de journaux d'auteurs et d'autres documents personnels, mais j'en ai entendu de très bonnes choses, donc j'en ai profité pour le noter un petit peu dans ma liste à lire, et j'espère bientôt les commander. Finalement, une autre lecture du même type, il s'agit des correspondances de Kafka. Kafka a énormément écrit de lettres pendant sa vie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Kafka était quand même moins solitaire, j'ai l'impression, que l'image que l'on se fait bien souvent de lui. Alors c'est vrai qu'il avait peut-être un peu un côté renfermé, antisocial, mais il a quand même entretenu des relations amoureuses, et également son amitié avec Max Brod, avec qui il a confié la plupart de ses œuvres juste avant sa mort. Et c'est grâce à Max Brod au fait qu'on a accès aux œuvres de Kafka, puisque Kafka lui avait ordonné de tout brûler, et Max a refusé finalement de façon
les ordres posthumes de son ami et a insisté pour que Kafka soit publié. J'attends beaucoup de ces lettres. Je sais que l'on ressent apparemment très fortement les difficultés qu'avait Kafka, non seulement dans ce qu'il dit de ses amis, mais la façon dont il écrit les lettres qui est très irrégulière. Il y a parfois des lettres très courtes, il y a des lettres très longues qui n'ont jamais été terminées ou qui n'ont tout simplement pas été envoyées, mais ça nous permet un petit peu mieux de saisir l'univers dans lequel Kafka évoluait. Pourquoi finalement c'est un homme qui a tant souffert, outre ses problèmes de santé bien évidemment, qui a souffert mentalement. Je pense que la vie de Kafka me fascine et continue de me fasciner, donc ce serait dommage finalement de passer à côté de quelque chose d'aussi intime et d'aussi important. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui, je sais, approche forcément les œuvres d'une manière beaucoup plus superficielle puisque c'est tout simplement des choses que je n'ai pas lues. Mais j'espère aussi que de cette manière-là, d'un point de vue purement égoïste, ce sera plus facile pour moi de m'en tenir à mes projets de lecture, puisque c'est vrai que depuis que je partage mes lectures sur Instagram et sur ma chaîne YouTube, ça me fait lire de manière beaucoup plus cadrée et au fait ça veut dire que je lis plus, je lis mieux, j'ai l'impression, j'ai tendance à faire plus de recherches et c'est très agréable et je vous remercie toujours de me suivre, de laisser des commentaires. Donc j'ai hâte que vous me partagiez également vos projets de lecture pour 2021, si vous avez envie de découvrir des auteurs et des autrices, si vous avez envie de faire des relectures, comment vous abordez cette année de manière générale d'un point de vue littéraire, si vous pensez que ça va être une grande année de lecture, si au contraire vous êtes un peu moins inspiré ou vous avez des pannes de lecture en ce moment, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire et je reviendrai très bientôt vers vous avec une nouvelle vidéo et plus de contenu littéraire. Bye bye!